Ce temps de partage sera animé par Nathalie Casso-Vicarini, fondatrice et déléguée générale d'Ensemble pour la petite enfance, qui accueille le professeur Antoine Guednet, pédopsychiatre, spécialiste de l'attachement, mondialement reconnu. Ces échanges seront l'illustration de l'importance d'agir dès les 1000 premiers jours de la vie afin de renforcer les compétences parentales et leur capacité d'évagir. Maintenant, on accueille en ligne des représentants des caisses d'allocation familiale, des agences régionales de santé, des départements, en particulier des responsables de PMI, de DRETS aussi, du plan pauvreté, des professionnels de la petite enfance, de la santé et de nombreux partenaires en ligne qui nous accompagnent pour cette deuxième séquence donc consacrée à ce webinaire avec le professeur Antoine Guednet, qui est avec nous, qui a porté 2 bébés cet après-midi, là. Donc, professeur Antoine Guednet, pédopsychiatre, qui a longtemps été chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Institut de périculture de Paris, puis à l'hôpital Bichat Claude Bernard, toujours à Paris, avec ton épouse, le docteur Nicole Guednet. Vous partagez un sujet universel auquel vous consacrez votre vie. Et ça n'est pas n'importe quel sujet, c'est le sujet de l'attachement. Si nous sommes ici... On consacre tous notre vie à ce sujet. Oui, mais vous en particulier pour nous tous. L'attachement entre un nourrisson et ses parents à tous les âges de la vie. Vous en êtes les spécialistes mondialement reconnus. Et nous sommes très, très honorés de vous accueillir. L'échelle Alarme Détresse Bébé que vous proposez est un outil de repérage au quotidien de la première ligne de défense du bébé, soumis à des facteurs qui viennent perturber le lien avec les parents et qui peuvent provenir d'une situation, par exemple la prématurité, ou de relations parent-bébé qu'on détaillera tout à l'heure. Vous êtes auteur également. Alors, je te vous vote. Tu l'as posé? Non, je l'ai donné à quelqu'un. Ah, merci Brigitte. Je vais le montrer. Vous êtes auteur, tu es auteur de Un bébé n'attend pas, repérer, soigner, prévenir la détresse chez les tout petits enfants, écrit préface du Dr Boris Cyrulnik. Voilà un livre qui pourrait être partagé dans la maison des 1000 jours. Les parents seront certainement très très heureux de le lire, ainsi que les professionnels, dans un langage commun autour de nos relations avec les bébés. Et tu as fait une proposition. C'est un livre pour les pros, mais en l'ayant lu 2 fois, moi je pense qu'il est aussi extrêmement intéressant comme ressource pour les parents qui souhaitent le lire. Alors, évidemment, dans les maisons des 1000 jours, dans les PMI et tous les lieux de la parentalité. Donc, ces maisons des 1000 jours, on l'a vu, c'est comme un maillon de cette chaîne de la prévention précoce. Et ça a été très bien expliqué dans l'ensemble de vos présentations, en lien avec les services de périnatalité, de pédopsychiatrie. Ça, c'est toute ton histoire. Les services aux familles, et on te remercie chaleureusement d'avoir écouté tout le monde. Les actions reflètent la diversité, c'est dans le titre pas très difficile. Les actions reflètent la diversité de nos territoires car ils répondent aux besoins des familles suite aux données saillantes des diagnostics du maillage territorial que vous avez relevés. Merci pour les travaux que tu as menés, pour ton remarquable engagement mondialement reconnu. On est très, très honorés de t'accueillir ici à la Fondation La France s'engage, auprès des membres du Conseil scientifique, du collectif des Maisons des 1000 jours, de l'équipe EPE. Première série de questions, et puis ensuite deuxième série de questions, mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va reprendre quelques questions qui t'ont été posées à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps, dans un questionnaire sur la mission d'évaluation et la mise en œuvre de l'entretien postnatal. Et ça nous semble être très intéressant parce que finalement, c'est ces premières pierres dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, on consacrera quelques questions directement ciblées vers ces maisons des 1000 premiers jours. Donc, dans le parcours d'accompagnement des familles, je vais mettre en face du fois, ce sera plus facile. L'entretien prénatal précoce est ce premier maillon, cette première pierre de santé publique. Est-il important pour toutes les femmes ?
et pourquoi pas les couples? Et quels seraient ses objectifs suivant les recommandations de l'ARS et comment pourrait-il s'articuler avec la mission des maisons des 1000 premiers jours? Une question intéressante. Il n'y a pas de recommandation de l'ARS. Il y a une recommandation de le faire, mais Oui. à ma connaissance, et c'est la question que m'a posée Adrien Clouet, il faudrait que cet entretien soit cadré. Qu'est-ce qu'on y fait? Pas tellement qui les fait et qui est formé pour le faire, mais quel est le but de cet entretien? Et ça n'a pas été jusqu'à présent. Donc je lui ai proposé qu'au fond, qu'est-ce qui est important en anténatal pour les professionnels? C'est le plus tôt possible, mais pas au 4e mois. Au 2e mois, et le 2e mois c'est déjà tard, le plus tôt, dès qu'une femme va dans une maternité, hop, on devrait lui donner un rendez-vous pour se mettre tranquillement dans un endroit pour causer un peu. Et là, savoir, au fond, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est, y a-t-il une détresse psychosociale importante chez cette femme, dans cette famille, que ce soit pour elle ou pour le conjoint? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une dépression prénatale ou des troubles anxieux intenses? Est-ce qu'il y a une addiction? Mais il faut le détailler. Et il existe un questionnaire remarquablement fait maintenant qui permet de poser des questions précises pour savoir, en fonction des différentes addictions, médicaments, alcool, tabac, et chiche, et drogue. Donc, dépression, addiction, est-ce qu'il y a de la violence dans le couple? Et la dernière chose, c'est est-ce que vous êtes toujours sous le coup d'un traumatisme que vous avez pu avoir longtemps avant, mais ces 4 choses-là, c'est tous les professionnels des maternités connaissent ça par cœur. Et tous savent que ces 4 circonstances, isolément ou associées, vont avoir un impact sur la façon dont la grossesse va physiquement se passer. Donc ça, c'est important. Il y a de plus en plus de sages-femmes qui savent qu'au fond, la santé mentale des femmes, et aussi des pères, des futurs pères, ça fait partie de leur métier. Et que c'est autant ça qu'elles doivent suivre pendant la grossesse que l'état du col, l'hypertension, et des choses comme ça. Donc ça, c'est les objectifs de l'entretien prénatal. L'entretien prénatal, c'est pas au fond... actuellement, c'est un truc qui est proposé à des gens qui finalement n'en ont pas besoin, par des sages-femmes qui n'ont pas le temps de le faire et qui le délèguent à des psychologues, ce qui est vraiment la dernière façon de faire. Parce que quand vous êtes enceinte, la dernière chose dont vous avez envie, c'est qu'on vous envoie voir un psychologue. Alors que c'est, au fond, les professionnels qui s'occupent de votre corps, avec qui vous avez envie de parler. Et ça, c'est intéressant de savoir que... Si Non, c'est il y a 10 ans, il y a une sage-femme canadienne, non, une psychologue canadienne qui travaille en maternité, qui s'est intéressée à la question de l'angoisse maternelle. Et au fond, elle dit, mais c'est paradoxal, on dit aux femmes enceintes, vous ne devriez pas être trop anxieuses. Et si elles ne sont pas assez anxieuses, on dit que c'est un problème qu'elles ne soient pas assez anxieuses. Donc elle a décidé d'examiner, de regarder ça sur pas mal de femmes. Elle est partie des échelles existantes en psychiatrie, des échelles d'anxiété et elle a interrogé pas mal de femmes. Et ce qu'elle a trouvé, c'est qu'au fond, il y a un moment pour un certain type d'angoisse pendant la grossesse. On s'en doute, au début de la grossesse, on est inquiet jusqu'à la première échographie. Est-ce que mon enfant sera viable et normal? Ensuite, le deuxième type d'angoisse qu'elle a identifié, c'est au fond, est-ce que je vais supporter les modifications de mon corps? Et est-ce que ces modifications ne vont pas être irrémédiables? Et le troisième type, c'est au fond, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'accouchement, est-ce que je vais supporter? Est-ce que je vais perdre le contrôle à l'accouchement? Est-ce que je vais supporter la douleur? Est-ce que je ne vais pas devenir dingue? Donc ça, c'est les 3 grandes dimensions et au fond, on voit une courbe de ces angoisses naturelles à un moment. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que, d'une part, c'est un travail qui est venu de la clinique. Ce n'est pas venu d'une théorie qui vous disait qu'est-ce qui est normal d'avoir comme type d'angoisse ou ceci, cela. Non, c'est venu de la clinique. Voilà.
Et donc, c'est intéressant parce que dans ces types d'angoisse, il y en a une seule qui est prédictive de la dépression postnatale. Et c'est celle des modifications corporelles. Et donc, vous voyez que ça, c'est intéressant, parce que de ça, c'est intéressant que vous puissiez parler avec votre accoucheur, avec l'obstétricienne, avec l'infirmière ou avec la sage-femme, et pas forcément un psychologue. Les psychologues, c'est très bien et c'est indispensable, les psychiatres aussi, mais c'est uniquement quand vous avez un trouble mental avéré, un problème d'addiction, alors là, on va vous aider. Et il faut que les professionnels de la maternité continuent, ne disparaissent pas à ce moment-là, et restent en place auprès de la femme, sans lui dire, bon, moi, je ne m'occupe pas de ça. Donc, vous voyez, ça, c'est super important. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire en anténatal. Les maternités le font de plus en plus, avec un outil, le GEGA, qui a été mis en place par le réseau périnatal occitan, par le réseau périnatal mielois, et un tout petit peu à Robert Debré. Mais donc, voilà, ça, c'est les outils dont les professionnels peuvent se saisir pour poser des questions et avoir des réponses. Parce que quand vous êtes, si vous avez un problème d'addiction, si personne ne vient vous poser franchement la question, vous restez avec ça et vous êtes avec l'angoisse de ne pas l'avoir dit, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences. Donc, c'est vraiment très important d'aller poser des questions dans un cadre de relation. On ne fait pas ça dans les couloirs. Et de suivre les réponses. Ensuite, après l'accouchement, ce qui est très important, c'est qu'on ne laisse pas sortir une femme de la maternité sans avoir vérifié qu'elle n'est pas suicidaire. Et ce n'est pas si facile à voir que ça. Hein, d'où l'intérêt de... Mais l'utilisation de ces outils, les PBS, il y a des outils valides. Si on cherche, on a très bien. En postpartum, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la dépression du postpartum, qui peut exister d'emblée si vous avez été déprimé, ou qui peut apparaître à partir du deuxième mois. Et la deuxième chose, c'est le lien avec le bébé. Est-ce que le lien se fait ou est-ce que ça ne va pas si bien? Parce qu'il y a une chose qui est absolument terrible si vous venez d'accoucher, c'est de se sentir comme si c'était le bébé de n'importe qui. C'est atroce. Et ça, vous ne pouvez pas le dire, vous pouvez le dire à personne. Vous pouvez le dire à votre mère, mais à peine, à votre compagnon, à votre mari. Et si ce n'est pas un professionnel qui sait que ça existe, que c'est fréquent, qui va vous poser la question tranquillement dans une relation, là, vous pouvez lui répondre. Et lui répondre, à ce moment-là, c'est le début d'être prise. On va s'occuper de ça, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça vous arrive et on va pouvoir suivre les choses avec vous. Donc, les deux choses importantes, c'est de l'entretien postnatal à faire le plus tôt possible, c'est la dépression et le lien au bébé. Sans chercher tout de suite les conséquences de la dépression sur les liens, parce que la plupart du temps, on n'en a pas. Et grâce à cette intervention précoce et à ce dépistage précoce, on évitera les situations de suicide et les situations d'impact grave sur la relation quand les gens sont laissés seuls. C'est pour ça que c'est si important. Et c'est pour ça qu'il faut faire très tôt. Tôt dans la grossesse et tôt en postpartum. Donc c'est ça que j'ai dit à mais ce n'est pas la peine d'attendre ces conclusions. Et vous pouvez commencer à le faire. C'est ce que les uns et les autres font dans les différents endroits. Le problème, c'est que si on dépiste la dépression postnatale, il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'on fait quand on trouve que quelqu'un va très mal. Il vaut mieux avoir son réseau d'aval et savoir à qui on s'adresse pour trouver la solution pour cette femme. Les professionnels sont-ils outillés aujourd'hui? Si on voit, oui. il y en a plein qui se sont donné les moyens de faire face à ces situations, qui n'ont pas peur d'aller les chercher, parce que c'est ça la clé. C'est d'aller au-devant des gens pour leur poser une question et se mettre à leur disposition. Mais on voit que c'est une petite minorité, très petite minorité à ce jour. La petite minorité va, comme le colibri, planter des graines. Alors le colibri, c'est de l'eau, mais il peut planter des graines aussi. On a tout à l'heure fait un constat du mal-être des parents, mais aussi on observe dans nos maisons des mi-jours un mal-être des bébés qui arrive, qui est lié certainement à cette crise d'individualisme sans précédent en France et dans d'autres pays, et puis une augmentation des violences intrafamiliales. Donc je voudrais citer quelques chiffres pour compléter ce qu'on s'est dit tout à l'heure.
72% des parents estiment avoir recours régulièrement à une violence éducative ordinaire. C'est du déclaratif, hein, mais c'est énorme. La dépression du postpartum, apparition de la 4e semaine post-accouchement, pic à 6-8 semaines. Tu confirmes? Oui. Avant Covid, une personne sur 5 souffrait de dépression au cours de sa vie. Après le Covid, augmentation de 50%. La santé mentale est vraiment au cœur des politiques publiques, ou le devrait. 3 parents sur 5 expriment rencontrer des difficultés avec leurs enfants. 7 sur 10 avoir besoin d'un soutien et d'un accompagnement par des professionnels. Le taux de prévalence des dépressions postnatales entre 10 et 20% par les mères comme pour les pères. Et c'est en moyenne internationale plus que 20%. Et 15 à 30% en France. Oui, c'est plus que 20%. Et dans certains milieux, oui, c'est très bien. Et on ne parle pas beaucoup de la dépression des papas, mais c'est une réalité. C'est la seconde cause, le suicide des mères est la seconde cause de mortalité maternelle dans la première année qui suit la naissance. Ce sont des chiffres de 2021. Facteurs de risque de la dépression périnatale, biologique, psychologique, sociaux, de nombreux risques. Et avant Covid, la santé mentale coûtait 80 milliards d'euros par an. Elle coûte aujourd'hui 109 milliards. Donc, il est bien utile de parler de prévention précoce et d'outiller les professionnels et d'essaimer, parce que ces formations qu'on est en train de mettre en place de façon expérimentale, eh bien, quand elles seront davantage connues et davantage accessibles, eh bien, enfin, c'est vrai que grâce à la Fondation Ardian, on a pu former deux promotions de facilitatrices. Et avec le DU, ça reste raisonnable. Le DU de Nicole Ganet, mais aussi le DU des 1000 premiers jours pour outiller les professionnels. Alors, on parle de connaissances, de partage, de savoir-faire, mais qu'en est-il du savoir-être? On voudrait échanger sur cette posture professionnelle. Alors, cette posture de facilitateur, elle existe dans d'autres pays. On est allé voir en Norvège avec le docteur Brigitte Collet et puis d'autres professionnels. On est allé voir au Québec aussi. Ce sont des noms qu'on utilise beaucoup dans ces pays-là où on travaille dans un format très horizontal. Est-ce que cette posture, quelle importance elle a à tes yeux et comment tu penses que ça peut se conjuguer avec nos pratiques en France? Elle est très importante, cette posture, parce qu'elle se base sur, au fond, des notions modernes et sur du développement précoce, de ce dont ont vraiment besoin les bébés, qu'est-ce que c'est que le caregiving, la façon de s'occuper. Mais ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'au fond, la principale réponse, c'est celle que la plupart de ces nouvelles institutions ont apportée, c'est-à-dire une présence très étendue du matin au soir et ouverte le week-end. Et ça c'est irremplaçable. Personne d'autre que vous ne fait ça, à ma connaissance, en France aujourd'hui. Et c'est ça qui compte. Quand vous êtes une mère isolée entre 5 et 7 le soir d'hiver, c'est le moment où l'angoisse est maximum. Si vous avez un endroit où aller, et il y a 20 ou 30 ans, il y avait des maisons vertes dans le 18e qui faisaient ça très bien, ça c'est extra, ça c'est une réponse. Et ça évite, il y a quelqu'un à qui parler, on va commencer à poser, et on va nouer un fil, et les choses vont aller mieux. Donc c'est vraiment la première réponse, c'est ça, c'est cette disponibilité, c'est le fait d'aller au-devant des gens et d'ouvrir cette capacité d'accueil sans rendez-vous, sans condition. C'est ça qui est essentiel. Après, les gens, ils nous disent ce dont ils ont besoin. Et ils n'ont pas peur qu'on leur pose des questions précises. Et parler de suicide avec une femme enceinte, jamais fait. C'est la première prévention du passage à l'acte. Et puis de lui dire que s'il y a une échelle de dépression postnatale, c'est qu'elle n'est pas la seule. Et de lui dire que dans la plupart des cas, ça va s'arranger sans conséquence pour le bébé. Et que vous êtes là pour l'accompagner, pour sortir de cette mauvaise passe.
Donc, c'est ça, cette position d'optimisme, de positivité et de disponibilité qui change tout pour les gens, il me semble. Oui. On parle d'universalisme proportionné, donc ce service qui est universel, mais qui pour autant va focaliser son attention sur les territoires les plus vulnérables, parce que là, on accumule des facteurs de risque. Donc, bien entendu, dans tout ce qu'on a échangé cet après-midi, on voit bien qu'on a besoin d'aller alimenter et d'accompagner ces territoires en priorité. Et puis, ce nouveau métier, hein, on s'aperçoit dans notre pratique aujourd'hui qu'il est très lié au sens. Et tous les professionnels qui viennent vers ces maisons des 1000 jours ne sont pas des jeunes professionnels, ce sont des professionnels aguerris qui ont déjà exercé des métiers, parfois trop usés dans ces métiers parce que perte de sens, perte de proximité, trop de fonctions à la fois, pas assez de liens de qualité avec l'autre. Et finalement, on retrouve cette relation-là dans les maisons des 1000 jours. Je pense que ça a manqué aux professionnels et j'envoie un grand message d'encouragement à tous les professionnels qui nous écoutent cet après-midi, parce qu'on peut ressentir cette très grande solitude quand on est professionnel de ne pas réaliser, de ne pas faire notre métier comme on souhaite le faire. Je vois beaucoup de têtes qui bougent, oui. Et c'est peut-être, on est sans doute des pionniers de ce métier qui naît ou qui renaît, qui existe dans d'autres pays, de tisseurs de liens. Je pense aux paroles du maire d'Arras, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui dit « on est les couturiers de la relation ». C'est très très beau. On est des couturiers de la relation, et il en faut beaucoup des couturiers de la relation dans tous les quartiers. Donc on va espérer que ces maisons des 1000 jours, elles puissent s'installer dans les crèches le samedi matin, dans des centres sociaux, dans ce travail partenarial avec les PMI, dans des lieux divers et variés, des LAEP, des lieux de soutien à la parentalité, des lieux d'accueil, parce que ce que tu dis, c'est cette première étape qui est on est là de façon inconditionnelle pour accueillir votre parole, accueillir ce que vous êtes, là où vous en êtes, dans votre relation ou votre future relation avec ce bébé. Tu parlais de... Pardon ? Quand j'étais jeune psy, les parents me posaient des questions en disant vous avez des enfants et question personnelle, oui, est-ce que c'est le sujet ? Je répondais par une question, par une autre question, ce que j'ai très rapidement pas fait. Et maintenant, après, j'ai vu toujours il faut répondre. Oui, bien sûr, parce que c'est ça qui compte. Si on a l'expérience de la vie en général, on peut parfaitement aider les gens si on a jamais eu en périnatalité, si on n'a pas eu d'enfant soi-même. Mais ce n'est pas un métier qu'on peut bien faire d'aidant de quelque position que ce soit si on n'a pas d'expérience dans la vie, si on n'a pas pris des coups et des trucs. C'est pas possible. Donc c'est ça que les gens ont besoin de savoir s'il y a une chance qu'on comprenne ce qu'ils disent sans qu'on les juge. On peut être jeune et avoir de l'expérience, mais c'est peut-être dans le capital confiance quelque chose d'important d'avoir face à soi quelqu'un qui a vécu des défis et qui s'est relevé et qui a continué à avancer sur son parcours. En revanche, les maisons, ah non, mais c'est toi qui... Les maisons des 1000 jours peuvent être des endroits de formation exceptionnels pour les jeunes, professionnels de tout bord. En termes de pédopsie, tout ça. Parce qu'ils vont voir des choses qu'ils ne verront pas dans la vie. L'hôpital, c'est l'hôpital, et surtout avec la façon dont il fonctionne maintenant, ce n'est pas un lieu de formation très très bien. Par contre, chez vous, en interne en pédiatrie, en pédopsie, en interne en psychiatrie d'adulte, ils vont voir des choses, ils vont comprendre des trucs. Et ils vont apprendre ce que l'école de médecine n'aura pas appris, c'est-à-dire ce que c'est que le point de vue ethnologique et anthropologique, pas ethnologique. Anthropologique est indispensable à tous les cliniciens. C'est extrêmement intéressant de l'entendre de ta part, parce que nous, c'est ce qu'on attend. C'est comme ça qu'on souhaite outiller les maisons des 1000 premiers jours. C'est ce lien permanent avec ceux qui accueillent les familles dans d'autres contextes et qu'on arrive à se parler un langage commun, interdisciplinaire, qui va être
la première étape et cette première pierre à ces langages spécifiques. Comment on peut parler un langage spécifique si on ne se comprend pas dans un langage commun, en réalité? En plus, chacun d'entre nous, dans les régions, on a notre puriculture régionale un peu spécifique. La puriculture de la Martinique, ce n'est pas la même que celle de la Guadeloupe. Vous avez que vous avez fait la différence. Mais qu'à Agen, on ne fait pas exactement la puriculture des bébés, chacun a sa culture des choses. Et vos maisons, c'est des endroits où tout le monde vient un peu retisser cette culture. Qui a toujours besoin d'être remise en jeu, revitalisée. Est-ce que selon toi, l'échec d'Édimbourg, par exemple, pourrait être utilisé dans le cadre de la Maison des 1000 jours? Qui pourrait le faire? On en parlait hier. Et j'ai eu l'impression que les professionnels étaient très, très favorables à l'utilisation d'outils spécifiques pour nous accompagner. Elle a été faite pour ça, pour être utilisée par des professionnels non psy. Et en Angleterre, qui est son lieu d'origine, Édimbourg, et les travailleurs sociaux ont la grande habitude de le faire. Et c'est vraiment utilisé comme une boîte de dialogue. Vous ne faites pas un diagnostic des médecins ni des psychiatres. Vous discutez avec une femme ou avec un père, et vous vous apercevez avec lui qu'effectivement, s'il a un score très élevé sur l'échelle de PDS, ça veut dire qu'il a 85 chances sur 100 d'avoir effectivement une dépression postnatale, ce qui sera éventuellement confirmé par le médecin, ceci, cela. Mais c'est déjà une première capacité de réaliser les choses. Et ensuite, on discute en disant mais de quoi vous avez besoin. Et ça, c'est là où Nicole Guédnet, qui a fait la validation française de l'EPDS en 1985. Et oui, et le problème, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée par les professionnels de terrain, alors que c'était fait pour ça. Et parce que vous n'allez pas ouvrir une boîte de Pandore si vous ne savez pas ce que vous allez faire quand vous avez un handicap. Vous ne pouvez même pas savoir que de se retrouver en face de quelqu'un qui va vraiment très mal et vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire et à qui il faut faire appel. Or, ça, c'est pas très difficile à apprendre. Mais effectivement, il faut être dans un réseau pour l'utiliser. Donc le réseau, il est là. Il y a un collectif autour du réseau. Et accompagner les parents. Vous voyez, on va donner la parole au docteur Brigitte Collet. Dans ce webinaire, on ne vient pas pointer. Bien sûr, il y a des constats qui sont. On n'a plus le temps de s'émouvoir de ces constats. Ces constats, ils sont là. Maintenant, on doit être dans l'action et dans une action pérenne. On n'est pas dans la critique du système aujourd'hui, on est dans la construction du système de demain. Et on est tous des acteurs très engagés et très complémentaires pour bâtir cet écosystème. Docteur Brigitte Collet, tu avais une question. Oui, je voudrais vous aussi demander à Antoine Guédnet une précision, parce qu'à la fois vous dites c'est important de dépister la dépression postpartum, c'est toujours ce que j'ai eu en tête, et en même temps, dans un message un peu différent, vous dites que ça n'a pas beaucoup de conséquences sur l'enfant. Alors, il y a quelque chose de paradoxal pour moi. Peut-être que j'ai mal compris. Non, c'est exactement ça. Ça n'a pas constamment des conséquences graves sur le développement de l'enfant. Ça en a quand la dépression est sévère, mais la principale conséquence de la dépression postnatale, c'est une intense détresse de la mère. Et c'est un problème de couple aussi. Donc ça, c'est une urgence à traiter. Et justement, épidémiologiquement, comme on sait par exemple que le syndrome du bébé secoué, il y a un pic à 6 semaines postnatal, est-ce qu'il y a des données sur une fenêtre particulièrement sensible sur ce risque de suicide? On entend beaucoup le côté deuxième cause de mortalité maternelle suite à l'étude de l'INSERM qui est repris. Mais en fait, quelque part, c'est important que l'on s'en saisisse.
Mais ça renvoie aussi une inquiétude à tous les jeunes parents maintenant, de dire attention, il y a ce risque de dépression. Enfin, ça rajoute un petit peu une pression de dire est-ce que moi je vais en faire une? Et pour nous, en tant que professionnels d'accompagnement, est-ce qu'il y a une période particulièrement sensible où il y a plus de risques? Est-ce que c'est un peu toute la période? Non, enfin, le premier pic, c'est 2 mois, et le deuxième, c'est 6 mois. Mais le premier est bien plus important que le deuxième, en fréquence. Il y a beaucoup plus de chances de faire une dépression du postpartum dans les 2 mois que dans les 6 mois. Première chose, vous avez parlé de bébé secoué. Il n'y a pas de lien obligatoire entre la dépression postnatale, mais vous avez... Non, c'est parce qu'on sait qu'il y a une incidence du syndrome de Vesco plus forte à 6 semaines postnatales. Oui. Dans les données épidémiologiques, mais c'est pas et ça, c'est une évidence clinique, et c'est montré il y a 25 ans par une étude australienne. Les Australiens sont très forts pour le dépistage, comme tu le sais, puisque c'est un très très grand pays, donc pour dépister les choses, les professionnels de santé sont peu nombreux, ils utilisent les études de l'EPDS en Australie, c'est 10 000 participants. Bon, ils savent de quoi ils parlent, sérieusement. Et donc, il y a un psychiatre d'adulte qui s'appelle Armstrong qui a montré qu'au fond, même si vous n'avez aucun antécédent, aucune psychopathologie personnelle, si vous n'avez pas été battu dans votre enfance, le fait de se trouver seul, déprimé, sans savoir comment boucler la fin du mois, vous met à risque de hurler ou de secouer ou de crier sur votre bébé, c'est-à-dire de le désorganiser plus ou moins sévèrement. Mais qu'à ce moment-là, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas qu'une assistante sociale vienne vous dire qu'il faut vous séparer de votre bébé. Il faut que quelqu'un vous donne un secours immédiat qui vous permette de faire votre soudure, et puis qu'on réalise que vous êtes déprimé et qu'on vous donne un traitement, un accompagnement qui va faire que vous le soyez. Si on fait ça, effectivement, voilà pas mal de gens qui vont se sentir assez vite beaucoup mieux et qui vont faire sortir leur bébé de la zone de danger. C'est extrêmement précieux ce que tu nous partages aujourd'hui et on n'aurait pas manqué ce rendez-vous. Moi non plus. Il y a aussi beaucoup de mamans et de papas qui vont très bien, qu'on accueille et on voit à quel point ils s'émerveillent devant leur bébé. Est-ce qu'il te semblerait intéressant qu'il y ait des recherches qui soient menées? Parmi ces recherches qui sont en train d'être réfléchies au sein de plusieurs universités en France, quelles seraient celles qui pourraient changer le monde? Changer le monde, Ouais, mais soyons ambitieux. celle qu'on a envie de faire avec Florence Ashkenazi à Nice, là, c'est au fond de se dire que quand on voit l'effet de résilience qu'a le fait de mettre des parents et un bébé, je dis toujours les parents, parce que si on les met dans une situation où on les aide à jouer avec leur bébé, on les aide à faire sourire leur bébé, on les aide à accrocher l'interaction sur un mode franchement rigolo, on les aide à passer du temps en face à face pour voir ce que leur bébé va leur dire et les faire rigoler, ça fait une fonction c'est comme la moutarde dans la mayonnaise. Ça permet que la sauce prend et elle se met d'emblée à un niveau de plaisir important. Or, le plaisir, c'est le carburant majeur des interactions précoces. Et quand vous avez des interactions précoces qui sont à un niveau de plaisir suffisant, vous avez un développement qui est optimal. Et ça, c'est démontré. Donc, même si vous êtes déprimé, et ça, 2 études l'ont montré, l'une dans des populations américaines très privilégiées, l'autre dans des populations africaines très, très pas privilégiées du tout, si vous pouvez aller très, très mal, si vous gardez un niveau de contact physique important et surtout de positivité avec votre bébé, donc ce n'est pas sa faute, alors lui, il va aller bien. Et vous allez le protéger des conséquences de votre psychopathologie, de votre dépression ou de votre trauma antérieur. D'où l'intérêt de montrer ça très très tôt aux parents. Donc peut-être dans les maisons des 10 jours, de les inviter systématiquement, venez
venez voir, venez jouer avec votre bébé avec nous. Et là encore, pas faire ça, on leur dire, on va faire une situation, on vous met en face à face. Moi, je commence avec votre bébé, et puis après, c'est vous qui, c'est maman ou papa, et puis après, c'est maman, et puis on va enregistrer ça, et après, on va le regarder ensemble. Et puis, il faut faire ça très tôt, dans le premier mois. Le sourire humain, c'est un truc assez extraordinaire. Ça se produit à peu près au même âge chez tous les enfants du monde, autour de 1 mois et demi. Un peu plus tôt chez certains, un peu plus tard chez d'autres, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui fait. Il y a semble-t-il, le tempérament du bébé joue un rôle dans la plus grande précocité ou le retard. Ce qu'on sait aussi, c'est que les prématurés, ils sont tous décalés du premier sourire. Or, quand même, quand on pense que ce qui est spécifique de l'humain, c'est la relation avec l'autre. Et donc, la relation intersubjective, c'est si important que ça mériterait une attention très précise dès le début de la vie. C'est bien le poids de naissance, mais la façon dont on est capable, comme bébé, d'être en relation dès le début de la vie, alors qu'on est capable de la première seconde. Il n'y a pas d'œuf psychique. Ça marche dès le début de la vie. Donc ça devrait faire l'objet d'une attention précoce. Est-ce que ça s'engage bien? Est-ce que ça se développe? Parce que normalement, quand ça part vite, ça se développe de façon vraiment exponentielle, au sens mathématique du terme. Et donc, il faudrait vérifier ça. Et vous êtes à la place spécifique pour faire ça. Et pour voir si ça part bien. Et si ça part bien, est-ce que ça reste bien? Et puis, si ça, 2 fois de suite, ça ne part pas si bien que ça, alors là, on peut se mobiliser pour dire il y a peut-être un petit quelque chose qui gêne les uns et les autres et d'aller chercher plus loin. Mais donc ça, je pense que ça peut être une action préventive extrêmement importante. On a ça sous les yeux, quoi. On n'a qu'à regarder. Et puis, ça peut être la base d'une recherche qui a été commencée, d'ailleurs, Boris Cyrulnik, qui avait participé il y a 20 ans sur le sourire humain, il avait fait une recherche de clinique éthologique et d'éthologie comparée. Et effectivement, bizarrement, 30 ans après, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est-à-dire que le fait que tous les cliniciens savent que le sourire est décalé chez les prématurés. Il y a 30 ans, Berry Brazelton avait montré aussi qu'il était encore plus décalé chez les small for date, c'est les retards de croissance. Et le retard de croissance semble être un risque relationnel plus important encore que la prématurité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier facilement. En plus, c'est très rigolo, la positivité partagée, c'est-à-dire la capacité de se synchroniser, ça, c'est vraiment un truc spécifiquement humain qui commence dès le début de la vie. Et donc, le plaisir partagé, c'est un truc qui est variable selon les ethnies. Et les études en Afrique du Sud ont montré que chez les Blancs, c'était plus fréquent, le taux de plaisir partagé était plus important que chez les Noirs ou que chez les mixtes. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins important. L'important, c'est que ce soit présent. Et c'est ce taux qui pourrait être, qu'on pourrait apprendre à mesurer, parce que c'est assez facile d'y faire attention. Il suffit d'y faire attention pour le voir. On compte le nombre de sourires en 5 minutes, avec papa, avec maman, on regarde, et puis on voit, on lui dit, faites ça chez vous, faites ça en vidéo, et puis on se revoit dans 1 mois, et on voit si ça a augmenté ou si c'est pas augmenté. Mais même avec les couples qui vont très bien, avec un bébé qui va très bien, des jeunes parents, j'en ai vu pas mal où ils avaient du mal à enclencher les choses. Parce qu'un bébé, ils ne savent pas très bien comment ça fonctionne, quoi. Et il n'y a pas le mode d'emploi écrit dessus. La puériculture, le village autour, actuellement, il n'est pas très fréquent. Donc, ils n'ont pas eu souvent beaucoup d'expérience d'avoir un bébé dans les bras avant que ce soit leur premier bébé. Et ce n'est pas absolument évident. Donc, une petite aide, un petit coup de pouce pour dire, voilà, il n'est pas fragile. Hein. Et puis, si vous lui souriez suffisamment tranquillement et suffisamment longtemps, bim, il va vous sourire. Ça va marcher. Et après, le système est auto-entretenu et quasiment explosif. Et après, tout le monde rigole. Donc ça, je pense que c'est vraiment
qui est à notre portée et qu'on peut faire et qui a un effet vraiment important. On attendait tous précisément ce moment. Pour nous, là, c'est un moment magique. Ce sourire social, il est c'est un marqueur hyper puissant de résilience. Oui. Et dans les maisons des 1000 jours, c'est notre première mission. Et c'est ça qui rend les parents, qui sent qu'on se sent parent. Il m'a fait un sourire et tout. Bim, c'est parti. Donc ça, on est là pour aider les parents à recueillir ce sourire, à augmenter ce plaisir partagé. Et une fois qu'ils ont commencé à faire ça, ils vont prendre le temps de le faire. Ils vont prendre de plus en plus le temps. Et ceux-là, ils vont faire l'expérience que leur bébé, il a avant tout besoin de ce temps tranquille avec papa, maman, en face à face. Au moins un quart d'heure par jour. Au moins un quart d'heure par jour. Et idéalement 2 ou 3 fois par jour. Pendant les premiers mois. Et si on part sur ce truc-là, on met les choses sur une courbe qui va être très résiliente. Très... Il nous faut du temps, de la disponibilité. Et c'est peut-être ce qui nous manque le plus, mais c'est aussi ce qui est le plus important dans la vie des individus, c'est prendre ce temps-là, prendre cette disponibilité pour alimenter et enrichir cette relation de qualité avec nos enfants. Évidemment, il y a beaucoup de perturbations dans notre vie d'aujourd'hui, parce que le monde change très très vite. L'invasion des écrans. Justement, je peux me permettre. Voilà. Si on fait ça avec des parents très très tôt, c'est eux-mêmes qui vont être demandeurs pour dire comment je pourrais décrocher des écrans. Et quand on devient parent pour la première fois, les jeunes adultes sentent que c'est trop. Et ils ont besoin de l'aide des professionnels qui ne leur disent pas c'est bien ce que vous faites, mais qui les aident à décrocher et à mesurer leur temps d'écran, en particulier avec leur bébé. Et si on leur joue des trucs, qu'est-ce que je viens de vous faire? Là, je viens de vous faire un petit still face de 1 seconde et demie. Et tout le monde, si quelqu'un ne sait pas le cas, tout le monde dans l'assemblée, tout le monde, constamment, au bout d'1 seconde et demie, il s'est dit, tiens, il doit avoir chaud, il fait un AVC, vu son âge, c'est normal. Des trucs comme ça. Ça, c'est parce qu'on est des humains, et quand on est humain, on est constamment branché sur l'autre, constamment. Nuit et jour, et constamment. On est toujours en train de voir qu'est-ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Et moi, j'ai fait un petit incident où la ligne a été interrompue pendant juste le temps suffisant où ça déclenche l'alarme. Donc l'alarme s'est déclenchée chez tout le monde. Mais chez les bébés, l'alarme, c'est exactement pareil. Dès le début de la vie, ça se déclenche tout le monde. Donc si vous faites ce coup-là avec des parents, ils vont très bien comprendre que le jour où ils décrochent leur portable alors qu'ils sont en train de parler avec leur bébé, ils font une chose qui est très très mal élevée et très grossière. Ensuite, il ne faudra pas qu'ils vont vous écouter, ils vont comprendre tout de suite. Il ne faudra pas qu'ils viennent pleurer si après le gamin devenu ado préfère être sur son portable plutôt qu'avec ça. Et donc, c'est là on peut leur montrer que les bébés sont des gens extrêmement bien élevés et qui répondent à notre attention constamment, absolument constamment. C'est merveilleux qu'on soit jeune, vieux, moche, beau. Le bébé, si on lui sourit, bim, il va rentrer dans la relation. À l'inverse, si on le laisse tomber, il va dire ok, c'est fini. Il apprend le désespoir, comme dit Boris Cyrulnik. Oui, il va apprendre je ne peux pas compter sur toi, il ne va pas vous repasser. Si vous faites le coup trop souvent, il ne va pas vous repasser. C'est fini avec vous. C'est dommage. C'est dommage. Donc, là, on peut faire ça. Et là, on peut faire une guidance parentale qu'ils vont utiliser parce qu'ils sont demandeurs. J'aime beaucoup quand tu parles de la politesse envers les bébés. Est-ce que, voilà, tu as commencé à y Pas de portable, pas de lunettes de soleil. Prendre son temps. Ralentir. C'est très précieux ce moment qu'on est en train de vivre là. Très précieux parce qu'on se donne rarement le temps de décrypter et d'entrer vraiment dans cette profondeur, cette densité de la relation. Et tu nous donnes des pistes, mais qui sont formidables pour appliquer
et ajuster nos pratiques, qu'on soit parents et professionnels. Alors, ce dernier échange, puisque malheureusement, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, je voudrais parler de l'alliance parents-professionnels avec toi. C'est un prochain ouvrage? Oui, oui. Elle est sympa. Oui, le prochain s'appelle Petit guide à l'usage des pères, je crois. C'est un petit guide pour les pères et ça s'appelle Guide de l'alliance parentale. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de choses de développement des enfants et des ennuis qu'ils peuvent avoir tiennent aux troubles de l'alliance entre les parents. Et que, enfin, du point de vue du professionnel, quand on a passé plus de 30 ans à recevoir des familles, effectivement, mes échecs les plus complets, c'était quand j'ai jamais réussi à renforcer l'alliance des parents pour l'enfant. Ils ont continué à se battre pour l'enfant et que j'ai pas réussi à faire le cessez-le-feu ou à dire que, attendez, c'est de lui ou d'elle dont il faut s'occuper. Donc c'est ça, effectivement, qui semble essentiel. Il y a l'alliance entre les parents, il y a l'alliance entre les parents et les professionnels. Et c'est autant un besoin d'un côté que de l'autre. Il ne faut pas la demander a priori, ils n'ont aucune raison de nous faire confiance. Et plus les gens ont été maltraités, plus ils sont méfiants. Donc c'est à nous de leur donner de la preuve qu'on sert à quelque chose. Et donc souvent ce que je vois, c'est quand les gens viennent nous voir, ça me fait penser aux gens qui traversent le désert. La première chose à faire quand les gens viennent de traverser le désert pour venir vous voir, c'est vous leur donner de l'eau, vous les installer confortablement, vous ne leur posez pas des questions idiotes. D'où venez-vous? Comment? Vous êtes venu à pied? Enfin bon. Et vous attendez de voir qu'ils se restaurent. Or, la première chose pour que les gens se restaurent, c'est de leur montrer ce que nous, comme professionnels, on est capable de voir de positif dans la situation. Alors même qu'eux ne le voient pas ou le sous-estiment. Donc nous, comme on sait ce que c'est que les enfants, les bébés, on peut rapidement avoir une idée. On voit quelque chose. On a commencé à... La première chose qu'on a faite, quand les gens sont venus, on a regardé l'enfant d'abord. Parce que c'est lui qui vous dit tout, quoi. Il suffit de les regarder. On a, dans leur comportement, dans leur façon de rentrer en contact avec nous, on a l'histoire de la façon dont on s'est occupé d'eux. Donc il suffit de regarder. Et une fois qu'on a regardé, on sort ce qu'il y a de positif et qui ne marche pas si mal. Et on le restitue immédiatement aux gens. Par exemple, avec l'histoire du face-à-face, le premier sourire, on dit « Ah oui, il vous a souri, bim ». Et une fois qu'on a fait ça, les gens se disent « Bon, si on a trouvé quelque chose, un petit quelque chose, hein, il ne faut surtout pas inventer. Et il ne faut surtout pas grossir. » Là, c'est vraiment l'erreur de débutant de base. Il ne faut pas inventer, il ne faut pas grossir. Il faut leur montrer ce qu'on a vu. Et on leur dit, bah ça, écoutez, je comprends que vous soyez soucieux pour ceci ou pour cela, mais en tout cas, ça marche bien. Regardez, hein, je lui ai fait une grimace, bim, immédiatement, il a compris et il a répondu en un instant. Ça suffit. Les gens leur disent, bah ça marche bien. Donc, comme vous êtes parents, vous êtes toujours responsables et vous êtes coupables, au moins, on leur dit qu'ils sont responsables de ce qui n'est pas si mal. Donc là, à ce moment-là, les gens, ils se disent, tiens, j'ai pas perdu la journée, et peut-être qu'avec celle-là ou celui-là, il y a peut-être quelque chose à trouver ici, quoi. Ça, on va avoir quelque chose à gagner. C'est ça. Et ça, il faut de l'expérience pour faire ça, parce qu'il faut le faire vite, et il faut pas perdre de temps, hein, parce qu'ils sont pas bien, les gens. Hein. Il faut vite, et il faut pas les rassurer. Il faut pas les rassurer, parce qu'on ne peut pas savoir si on peut les rassurer. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il faut leur donner, il faut leur restituer ce dont ils sont responsables et qui ne va pas si mal. Le plus tôt et le mieux. Et ça, il vaut mieux effectivement connaître sur le bout du doigt ce qu'on peut attendre du développement d'un enfant à l'âge donné, et puis le mettre en situation. Regardez, rentrer en relation avec cet enfant et dire dis-moi alors comment ça va mon coco, ma cocotte, jouer avec lui, faire des blagues et des trucs. Il n'y a que comme ça qu'on voit sans se faire des idées à distance sur comment il va, hein, parce que ça, on peut. Nous, on est humains. On est humains
Et être humain, c'est quelqu'un qui cherche constamment à interpréter un contexte, en particulier un contexte de relation. On ne peut pas s'en empêcher, on fonctionne comme ça. Nuit et jour, constamment, on cherche du sens sur ce qu'on est en train de vivre. Et donc, ce sens, on le trouve, mais quelquefois, on se plante complètement. Dernière petite histoire, j'arrête, je la raconte souvent en ce moment. C'était il y a quelques mois, je rentre après une journée de boulot bien cuit, et je vais chercher le pain à la boulangerie, et je vois, je vais raconter l'histoire. Bien cuit le pain. Bien cuit le pain, et puis il y avait du monde, et puis il y avait une petite fille, je ne sais pas quel âge, 10 mois, pas beaucoup plus, pas moins, et qui était dans sa poussette, et avec sa maman qui achetait son pain, elle était face à moi, et puis elle était comme ça. Et puis, et bon, j'arrive, je suis fatigué, elle avait l'air fatiguée, et immédiatement, je pars. Voilà une pauvre pitchounette qui sort de sa crèche, épuisée. Bon, c'est normal, hein, 8 heures de crèche à cet âge-là, vous ne pouvez pas sortir bien. Moi, quand je vois après 8 heures de boulot dans quel état je suis, je comprends qu'elle soit comme ça. Ouais, c'est parti, hein, comme ça. Et puis, bon, je la regarde parce que j'aime bien regarder les bébés, puis je lui fais. Et là, bim, elle était comme ça, bim, le système s'allume, comme vous tapez sur la touche de l'ordi, puis qui passe de veille à allumer. Elle me regarde d'un œil, on dit qui toi là? Et ensuite, elle s'est retournée vers sa mère pour voir si c'était une vérification, check-back, normal. Et la maman, à ce moment-là, s'était retournée et sourit à sa fille. Et à ce moment-là, la gamine me regarde et attend de voir ce que je vais faire. Je recommence une autre grimace, et là, elle se marre franchement. Donc, ça a duré 10 secondes. 10 ou 20 secondes, pas plus. Et dans ces 20 secondes, j'ai appris que je m'étais complètement planté, qu'elle va très bien, qu'elle est sécure, elle a un attachement parfaitement sécure, parce qu'elle vérifie immédiatement devant une situation atypique, elle vérifie ce qu'en pense maman. Et j'ai appris aussi que sa maman était parfaitement capable de lui laisser mener sa vie de bébé, ce qui n'est pas facile. On s'occupe trop de nos enfants, on les occupe trop, puisqu'elle a laissé un étranger faire le guignol avec sa fille sans du tout intervenir. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Il faut tout de suite mettre une situation, voir ce qu'on tire de la situation et le restituer aux parents. Avec ça, on part dans une alliance. Non? Ah bah si, moi je suis convaincue. Moi je resterai 8 heures là. Et nous aussi d'ailleurs. Élodie, tu as une question? Justement, par rapport à ces compétences, vous parlez de l'expérience dans les maisons du premier jour. Est-ce que vous pensez qu'il est important, quel est le bagage pour les facilitateurs? Je sais que dans notre région, on a plusieurs professionnels qui sont formés à la DBB, ou là on forme toutes nos équipes aussi à la MADBB. Est-ce que vous pensez qu'il y a des outils qui sont nécessaires pour les facilitateurs dans cette observation des tout petits, ou est-ce qu'il y a aussi l'expérience? Surtout l'expérience, et puis se mettre dans un groupe pour donner sens à ce qu'on observe. C'est ça en fait les choses. Quand on voit un truc bizarre, on en parle à quelqu'un dans un couloir, on fait une brève vidéo, les parents sont toujours d'accord. Toujours d'accord. Dès qu'ils ont confiance en nous, on peut faire ce qu'on veut. Ils ont compris que ce n'était pas pour les nuire ou pour mettre sur Internet. Donc, moi, je suis très content que la DBB... c'est un outil professionnel. Hein. C'est pas un outil, ça demande du temps. Donc, il faut le faire que si on veut s'en servir, si on veut s'en servir pour un essai clinique ou quelque chose. Mais, oui, il faut faire toutes les formations qui nous aident à aiguiser notre réflexion, la réflexion clinique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les faits cliniques qu'on observe. On va les chercher et comment on raisonne avec ça. Par exemple, si un enfant est en retrait, on va essayer de voir si la mère est déprimée. Et si la mère n'est pas déprimée, on va voir si le papa est déprimé. Ce genre de choses. Y a-t-il des questions? D'autres questions? Alors, si certaines fondations, mais aussi les services de l'État nous écoutent,
et je pense que c'est le cas. Mener une recherche, ça nécessite quelques moyens aussi, quelques personnes pour nous accompagner dans cette grande aventure. Donc voilà, le sujet est là, ça peut vraiment changer la société. Ça peut vraiment changer la société. Et vous pouvez trouver vos sujets de recherche. Par exemple, comment on fait pour aider les parents à ne pas utiliser la tétine? C'est pas bon la tétine, vous savez. Et en France, on ne le dit pas trop. C'est pas bien vu de dire ça, mais c'est pas bon du tout, hein. Ni pour le développement du langage, ni pour plein de trucs. Donc ça, vous êtes en première ligne pour aider des gens, et des bébés surtout, à se débarrasser de la tétine. Donc c'est à vous de trouver vos sujets et ensuite faire une recherche fédérative entre les maisons des 1000 jours sur qu'est-ce qui marche le mieux. C'est ça la question qui nous intéresse, nous cliniciens. C'est qu'est-ce qui marche pour qui. Voilà. Donc là, vous avez qu'est-ce qui marche pour les dépressions sévères des mères isolées au Havre. Qu'est-ce qui marche pour aider à supprimer les tétines? Parce que les tétines sont utilisées le plus dans les familles qui ont des difficultés alimentaires et dont les niveaux sont les plus bas. C'est aussi le sens des maisons des 1000 jours, c'est d'être centre de recherche et ensemble sur différents territoires, voir aussi quelles sont les conditions et les environnements dans lesquels les maisons des 1000 jours se développent et comment elles accompagnent le parcours de l'enfant, mais aussi l'outillage du professionnel et le devenir parent. Donc il y a peut-être un impact du milieu sur la maison, mais il y a aussi dans la maison comment ça se passe et quelles sont les interactions avec les parents, les bébés. C'est formidable, ils sont au centre. Et les bébés sont au milieu du cercle, ils sont au milieu de l'attention et c'est un temps qui est dédié à cette qualité de la relation au bébé. Il y a vraiment, on l'observe à Arras, puisque j'ai cette chance de venir de temps en temps animer un groupe et c'est une bulle de confort, ce temps suspendu avec cette qualité de la relation au bébé. Ce que tu décris, on le fait à Arras à chaque séquence, à chaque séance, et les parents, en éprouvant du plaisir, ça active le circuit de la récompense dans leur cerveau et dans le cerveau du bébé. Et cette synchronicité intervient à ce moment-là. Et les parents reviennent. À Arras, par exemple, il y a 2% d'absentéisme. Et on n'a rien demandé aux parents au début, n'est-ce pas, Françoise? On n'a rien demandé aux parents. Quand ils ne viennent pas, ils appellent la facilitatrice en disant que le bébé est malade ou qu'il y a une difficulté. On ne leur a rien demandé. Et ce sentiment d'appartenance, c'est tellement tissé, serré, que ce sont les parents qui nous disent quand ils ne peuvent pas venir. Donc ça devient quelque chose, et ces mamans de Gambie en particulier, qui pour la plupart sont allophones, et apprennent à parler petit à petit, nous disent ici c'est ma famille. Donc dans cette relation qu'on met en place, tous ensemble, parce que c'est de l'intelligence collective, eh bien on a besoin d'un suivi, on a besoin d'une évaluation, on a besoin de récolter de l'impact. Et c'est ce qu'on propose dans l'accompagnement d'Ensemble pour la petite enfance, c'est de récolter ces impacts par maison et de les croiser pour s'ajuster au mieux à répondre aux besoins dans l'ensemble des territoires. Et puis, ces maisons vont faire des petits parce que, par exemple, à Arras, Arras va donner naissance, la maison au Val de Scar va donner naissance à d'autres maisons dans d'autres quartiers pour être au plus près. Parce que ça aussi, c'est un critère important, c'est la proximité. Que ce ne soit pas compliqué pour une famille, mais que ce soit, comme tu disais, assez spontané. Dire, oh là, ça ne va pas, j'ai besoin d'être en lien, j'ai besoin de cette pérédance. Et voilà, on a mis en place ce dispositif qui va grandir grâce à ce que tu nous dis. C'est fondamental ce que tu nous partages aujourd'hui. On était il va grandir tout seul. Il va grandir. Mais il grandit parce qu'il est bien outillé, ce dispositif. Et tous ensemble, on est vraiment persuadés de cet intérêt. On le voit tous les jours. Les résultats sont extrêmement prometteurs en 17 mois à Arras. Et puis, vous allez être
des couturiers de cette relation et on va pouvoir, après ces récoltes d'impact très très importantes, convaincre nos pouvoirs publics de s'investir dans la prévention précoce et faire grandir l'humanité, faire grandir l'humain pour accompagner les bébés qui sont les citoyens de demain. Merci infiniment pour votre... Longue vie à tes initiatives. Nous vous remercions de votre écoute. Agissons ensemble dès les 1000 premiers jours de l'enfant à partir des connaissances scientifiques pour favoriser l'équité. Vous voulez soutenir l'association ? Alors devenez membre ou faites un don en allant sur www.eduensemble.org.